Bonsoir, bienvenue à Tuxt pour cette soirée de clôture de la campagne contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie 2025 de la ville de Genève. Je m'appelle Lynn Molino, je suis la chargée-ex de l'organisation et de la coordination de cette campagne pour le service Agenda 21 Ville Durable. Chaque année, donc depuis 2013, la ville de Genève propose une campagne de sensibilisation autour de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie du 17 mai. L'édition 2025, intitulée « Ensemble contre les cyberviolences envers les personnes LGBTIQ+, s'intéresse au vaste domaine du numérique. Ce soir, nous accueillons Lexi Agresti du compte Aggressively Trans et Morgane Lucas du compte Morgane Noam, deux activistes queer en ligne qui viennent explorer les tensions qui traversent les communautés queer dans l'espace numérique entre invisibilisation pour se protéger et visibilité engagée, sans négliger évidemment les coûts sociaux, psychologiques, financiers et politiques de cet activisme. Un débat essentiel sur les stratégies de résistance et de solidarité dans un environnement où la protection et la représentation sont plus que jamais en jeu. Cette discussion sera modérée par Nyansa Kumu-Fankolo et je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à consulter, comme évidemment la campagne touche à sa fin ce soir, l'entièreté du riche programme et les captations des soirées qui auront été enregistrées sur le site 17mai-genève.ch. Vous y retrouverez également, ainsi qu'en format papier à la fin de la conférence, les 7 affiches de la campagne qui visent à sensibiliser donc aux cyberviolences envers les personnes LGBTIQ+, à travers un visuel de Patrick Belair. Cette campagne donc interpelle, en ligne personne n'est neutre, et toi, où mets-tu le curseur, et fait écho à la célèbre citation de Desmond Tutu, rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Les affiches sont en libre service, donc n'hésitez pas à en prendre et à les diffuser autour de vous. Je termine en adressant un immense merci à l'ensemble des partenaires sans lesquels ce programme ne serait pas aussi riche, ni les réflexions qui l'ont nourri. Le troisième lieu, l'association Fêtière Famille Arc-en-Ciel, les bibliothèques municipales, Checkpoint Genève, Décadrer, Dialoguer, la Fédération genevoise des associations LGBT, ILGA World, Impact IA, la Dictature du Beau, la librairie Fahrenheit 451, Network, le pôle aîné LGBTIQ+, de l'association 360 et le pôle famille LGBTIQ+, de l'association 360, la Public Discourse Foundation, le service égalité diversité de l'Université de Genève, Stop Hate Speech et Totem Jeune LGBTIQ+. Je les remercie évidemment donc pour leur engagement. Après cette discussion à laquelle on s'apprête à assister, vous aurez la possibilité, si jamais d'acheter, de vous faire dédicacer les livres de Morgane et Lexi grâce à la librairie Fahrenheit 451 dont Arnaud est là. Donc je les remercie aussi la librairie d'être présente. Et il y aura aussi donc un apéritif tout à l'heure qui se servira au bar et il y aura des petites choses à grignoter pour célébrer cette fin de campagne. Et je rappelle aussi en dernier point que lundi, il y aura encore un atelier qui est organisé dans le cadre de la campagne, un atelier avec les seniors LGBTIQ+, de l'association 360 pour apprendre autour des applications de rencontres et pour échanger de manière intergénérationnelle sur l'apprentissage d'utilisation des applications de rencontres. Donc je vous invite à venir également à ce moment-là. Et maintenant, je terminerai en vous remerciant, vous tous, d'être présentes. Et je vous souhaite une excellente soirée, une bonne discussion. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va, je parle suffisamment fort pour toutes les personnes, celles qui sont aussi au fond, super. Alors, bonsoir et bienvenue à cette table ronde qui est intitulée « Activisme queer en ligne, s'invisibiliser pour se protéger ». Où rester visible et résister et à quel prix. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui avec nous, d'être aussi nombreux et ça me fait vraiment super plaisir d'être là pour modérer cette discussion. Donc comme m'a introduit Lynn, je m'appelle Nyansa Kumu-Fankolo, j'utilise les pronoms they, they en français comme en anglais. Et comme j'ai dit, je vais assurer la modération de la discussion de ce soir. Un petit merci aussi, enfin un grand merci, un grand merci à l'Agenda 21 Genève Ville Durable et également à toute l'équipe technique d'assurer l'événement de ce soir. Merci aussi aux personnes qui s'occupent du lieu et ainsi qu'à vous tous. Et surtout, merci à nos deux invités de ce soir pour votre présence, Lexi Agresti et Morgane Lucas. Donc, pour les personnes qui ne les connaissaient pas encore, je vais vous lire leur bio. Lexi, tu es formée en histoire de l'art et en anthropologie. En tant que chercheuse et militante, tu mènes un travail de pédagogie sur les transidentités aujourd'hui et dans le passé via ton compte Instagram, Aggressively Trans. Et
des conférences, ainsi qu'un premier livre, Histoire de genre, qui était paru en 2021. Morgane, tu es thérapeute et formateur sur les questions de diversité de genre et des sexualités. En parallèle, tu es consultant diversité et inclusion pour les maisons d'édition et de production et vulgarises l'actualité sur ton compte Instagram, Morgane Noam. Tu as sorti ton premier livre, Ceci n'est pas un livre sur le genre, en 2024, chez Hachette Pratique. Donc, juste quelques infos par rapport à la discussion de ce soir, parce que comme vous le savez, on va avoir approximativement 1 heure, je pense maintenant un peu moins. On a beaucoup de choses dont on va parler et très peu de temps à disposition. Donc, je m'excuse déjà parce que je sais qu'on va un peu déborder. Je te remercie, Lynn, d'avance. Je sais que c'est moi qui suis censé gérer tout ça, mais je sais qu'à un moment donné, on va un peu déborder. Et donc, du coup, pour la discussion de ce soir, il me semblait important de diviser cette modération, en tout cas cette discussion, en à peu près 2 parties et demie. Je m'explique sur ces 2 parties et demie. La toute première, c'est vrai que comme on va parler ce soir de la présence visible, invisibilisation sur les réseaux, il me semblait avant toute chose peut-être important de constituer un langage un peu commun. C'est vrai qu'un des reproches, entre guillemets, ou une des attaques plutôt que l'on a le plus souvent, c'est que les transidentités seraient un effet de mode qui existerait que depuis ces 5 dernières années, etc., etc. Et donc ça me permettait de faire un peu le lien sur la question un peu de l'historicisation aussi de nos identités, de manière générale, qui sont aussi justement vos domaines. Et du coup, je pense que peut-être aussi pour tout le monde, pour que l'on soit tous sur la même page, j'aimerais vous écouter un petit peu justement sur cette question à un moment donné de notre survisibilisation, ou en tout cas de la survisibilisation de nos existences. La visibilisation de nos existences de façon volontaire, active et surtout centrée autour d'une identité qui a une définition et des termes fixes, c'est quelque chose de récent. Ça ne veut pas dire que des personnes trans ou s'apparentant à des formes de transidentité n'ont pas été visibles auparavant. Ce qui est nouveau, en fait, c'est l'organisation et la reprise en main, notamment par la centralisation du vocabulaire, par nous, de cette représentation. Et les réseaux sociaux, ces 10-15 dernières années, je dirais, et ça s'est accéléré il y a 6-7 ans, a fait beaucoup pour ça. Auparavant, pour autant, on a des traces de présence trans, une astérisque, qui existe dans les archives, dans les fonds, et c'est devenu tout un pan de la recherche en anthropologie du genre, en études de genre. Pour citer quelques exemples, la première apparition d'une personne trans à la télévision française, c'est 49. C'était une petite interview d'une jeune femme trans à qui on demande en fait de justifier de son identité déjà, et qui explique que pour elle, elle a toujours été, et c'est quelque chose d'inhérent à elle-même, d'être une femme. Si on remonte plus loin, on a un cas très intéressant avec le cas genevois autour duquel est centrée cette cérémonie. On a des archives anglaises avec le procès d'Eleanor Rickner au XVe siècle, qui était une travailleuse du sexe, brodeuse. Elle a eu tout un ensemble d'activités et elle est elle aussi attrapée et en fait condamnée d'abord pour sodomie, et c'est au cours du procès qu'on découvre qu'il y a eu transition de genre et que socialement cette personne qui a sodomisé une autre personne est en fait intégrée comme une femme. Dans les minutes du procès, qui sont consultables à Londres, on ne remet pas en question sa féminité, son identité de femme, son inclusion, et le procès vraiment continue comme n'importe quel autre procès. Et si on veut des sources vraiment très anciennes, la première trace archéologique qui mentionnerait une forme de troisième genre, de transidentité, de non-binarité, la question de la terminologie appliquée aux périodes anciennes et aux périodes non occidentales est assez sensible et c'est tout un sujet d'étude. C'est 1789 avant Jésus-Christ, autour de 1789-1750 avant Jésus-Christ. C'est un objet qui est visible au Louvre, c'est le Code d'Hammurabi.
On l'a volé, comme plein d'autres choses. C'est un texte de loi émis par l'empereur néo-babylonien Hammurabi. C'est aussi sur cette stèle que le concept juridique de loi du talion et pour évident pendant est édicté. Et dans les différents édits, les différents textes de loi, notamment autour de comment les héritages existent et se fondent dans l'empire néo-babylonien, on parle des héritages d'un groupe social spécifique qui s'appelle les Salzikrum et qui sont en fait, dans le terme qui les désigne en acadien, des hommes-femmes. Une forme de troisième genre avec vraiment une reconnaissance spécifique, des fonctions spécifiques dans la société. Ici encore, ça pose pas de question. Donc la question de la visibilité n'est pas une question nouvelle, c'est toute la politisation et la reprise et la conscientisation de cette visibilité dans le regard majoritaire cisgenre et dans un regard institutionnel aussi qui est assez nouveau, qui entraîne une espèce de frénésie, de volonté de théorisation, de législation, qui fait tout ce contexte qu'on vit aujourd'hui de basculement. En fait, le basculement, c'est pas cette espèce, tu mentionnais l'idée d'une épidémie, c'est pas cette idée d'une contagion, cette espèce de basculement, c'est en fait la prise de conscience par une force dominante. Oui, tu mentionnais le... Alors déjà, bonjour à tous. Ravi d'être ici. Effectivement, on va déborder, mais on sera ravi de discuter avec vous de manière plus informelle autour de petits fours, c'est toujours sympa. Oui, donc du coup, tu mentionnais le vocabulaire, et je pense que c'est important de faire juste un petit point sur ce qu'on entend par transidentité, mais très brièvement, parce que, voilà, on va reprendre très, très logiquement, de manière linguistique. Trans, le préfixe trans, en latin, ça veut dire au-delà de. Le préfixe cis, ça veut dire du même côté que. C'est-à-dire que quand on parle de personnes transgenres et quand on parle de personnes cisgenres, c'est donc deux adjectifs qui viennent simplement signifier le rapport qu'on a avec notre genre assigné à la naissance. Rien de plus, rien de moins. Et globalement, le fait en tant que personne trans de ne pas être en accord avec son genre assigné, c'est là où s'arrête le tronc commun de notre narratif. Voilà, on présente très souvent les personnes trans comme un monolithe, comme une expérience finalement assez similaire pour tout le monde. Et je pense qu'il est vraiment impératif de s'éloigner un petit peu de ce narratif-là. Parce que quand on parle de transidentité, quand on dit la transidentité, on a très souvent tendance à imaginer quelque chose d'intérieur, de très introspectif finalement, où la transidentité ce serait quelque chose que, ce serait un ressenti. Ce serait, voilà, je ressens, je m'identifie. Et je pense qu'il est vraiment important qu'on puisse s'éloigner de tout ça, parce que au-delà d'être une identité individuelle, la transidentité, les transidentités, c'est avant tout une position sociale dans une société donnée. Et comme le dit très justement le sociologue Emmanuel Bobatti, qui a écrit l'essai Transfuge de sexe, les personnes trans, au même titre que pour la classe sociale, sont des transfuges de sexe. Et du coup, quand on est une personne transmasculine, bien on subit, on hérite finalement d'une promotion sociale. Quand on est une personne transféminine, on subit un déclassement dans la société. Et c'est vraiment important de pouvoir étudier, regarder les transidentités, vraiment non pas comme un phénomène individuel, mais comme vraiment une réalité sociale qui implique de fait des conséquences socio-économiques assez désastreuses dans la plupart des cas. Il faut rappeler que le taux de pauvreté dans la communauté trans, me semble-t-il, si je regarde bien la statistique, on est à 30%. Oui. Ouais. 31. Et donc voilà, c'est... Être trans, c'est avant tout être trans, et donc du coup être regardé, perçu, considéré, et donc traité comme tel dans la société, plus que finalement un phénomène de mode, une identité, quelque chose auquel on s'identifie. Voilà, c'est vrai, avant tout une question politique et sociale, plus que voilà, un phénomène de mode, une contagion, ou ce genre de choses. D'autant plus que Lexi vous l'a très bien expliqué, on n'est pas né avec les réseaux sociaux, vraiment on existe depuis la nuit des temps, et donc voilà, prenons-la vraiment comme une question politique, c'est important.
Par ailleurs, pour commencer à déborder, pardon. Il est important de voir que autour de la question du vocabulaire et du coup de la perception qu'on a des transidentités, c'est pas quelque chose qui est nouveau non plus dans les domaines d'études. On a tout un pan de la sociologie, on a tout un pan des études de genre, des études féministes qui réfléchit depuis déjà bien 50 ans en fait notre présence, et qui, dans les différentes approches, les différentes façons d'étudier et de rechercher le sujet, part d'une matérialité trans. Il y a d'ailleurs un très bon essai collectif qui s'appelle Matérialisme trans, qui a été dirigé par Pauline Kloschek et qui rappelle que si on peut peut-être réfléchir à la question de qu'est-ce que c'est que se sentir trans, qu'est-ce que c'est que ces moments de déclic, de prise de conscience, en fait, immédiatement après, on entre tout de suite dans le vécu matériel et les conséquences matérielles de choix qu'on fait, non pas à être trans, mais à transitionner, à présenter socialement, à partager cette information qui, elle, bien souvent s'impose d'elle-même. Mais c'est une autre histoire. Et cette réalité et ses conséquences, elles ne sont pas les mêmes ni dans le temps, ni dans l'espace. On peut, à la limite, généraliser relativement et du coup ancrer cette discussion, ce dont on va parler aujourd'hui, à l'espace européen. Mais si on s'intéresse par exemple au cas des États-Unis, on a un continent, une société, des cultures où on a des formes de transidentité, les personnes two-spirits, qui forment une constellation en fait d'identité qui est structurée politiquement depuis déjà les années 90, 80, 70, qui est ancrée dans l'histoire des cultures natives américaines, qui n'a rien à voir, qui pose aussi des questions de prise en charge politique complètement différentes. Si on s'intéresse à l'Asie, à la question de la Thaïlande par exemple, dont on a souvent complètement déformé la réalité en faisant, et c'est un terme de journaliste américain, un paradis trans. Il y avait eu, c'est un article de 2007 je crois, qui listait des pays qui seraient des paradis trans, où ça serait génial, on aurait une égalité de droit. Dans cette liste, il y avait l'Iran. Ça doit vraiment être un paradis. L'Iran où en fait les personnes trans servent d'écran de fumée au gouvernement pour forcer des chirurgies de changement de sexe sur les personnes gays, lesbiennes et bi, pour les forcer à en rentrer dans une forme d'hétérosexualité. La Thaïlande où on présente cette espèce de paradis, les personnes trans sont encore mises en prison, n'ont pas le droit à un accès à l'éducation supérieure dans leur genre. Donc il faut bien réaliser qu'on va parler ici de quelque chose de très situé, et qu'on a un prisme sur les transidentités qui, depuis l'explosion d'une forme de visibilité pop culture, s'est en fait mondialisé sur un modèle très européo-américain. On a une forme de mondialisation trans autour d'un modèle de transition médicale, de but d'avoir un passing et une apparence très cisnormée, et tout ça, c'est extrêmement situé. Et en fait, si on doit parler de choses récentes, c'est ce modèle d'identité trans qui a été théorisé et imposé, même à nos communautés et à nos corps, dans les années 20, 30, 40, par des sexologues, des psychiatres, des psychanalystes. Et donc, c'est aussi important d'avoir sur cette question de comment on parle de nos identités et quel mot on utilise beaucoup de recul, parce que c'est toujours très relatif en fait. Merci beaucoup pour ces éléments excessivement complets. Alors aussi, je rebondis sur la question sur le matérialisme trans. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande vivement d'écouter. Il y a eu une discussion qui a été faite autour du livre Matérialisme trans avec Pauline Kloschek et Joao Gabriel. C'était pendant la fête du slip, donc Festival des affects, genre et sexualité à Lausanne. Vous trouvez cette table ronde si jamais l'enregistrement en ligne. Donc il suffit juste, il me semble que c'est sur Radio 40. Donc n'hésitez pas, parce que vous entendez aussi directement la voix des autoristes qui ont participé à cet ouvrage. Merci beaucoup. Vous avez un vrai festival qui s'appelle la fête du slip? Alors, il est terminé. En fait, il n'existe plus. Il n'existe plus. Je suis le président du comité d'association. Il s'appelait la fête du slip. C'était génial. Après, il s'est appelé Festival des affects, des genres et des sexualités.
et puis il n'existe plus à l'heure actuelle. Mais je t'enverrai si jamais le lien. Mais relançons la fête du slip. Mais relançons clairement la fête du slip, je pense que beaucoup de personnes seraient d'accord. Mais malheureusement, c'est pas le sujet. On digresse. Du coup, pour revenir justement sur ces questions du numérique et des réseaux, j'ai un peu cette deuxième partie, on en avait un peu discuté justement, parce qu'on s'est un peu vu en amont pour préparer tout ça, et c'était sur la question de invisibilité versus exposition. Donc comment arbitrer entre se protéger et résister, et aussi avec quels moyens. On est dans un cas de figure où vous avez 3 personnes ici présentes qui sont sur les réseaux. Une personne qui est très invisible, c'est-à-dire moi, avec un compte qui est privé, où véritablement je poste très peu, et c'est à peine si je forward, je reposte en story. Et vous deux qui avez une énorme présence sur les réseaux, vous faites un énorme travail d'éducation. Et du coup, c'est un peu la question qui s'était posée justement avec Meta, le fait que justement il y a eu l'investiture de Trump/Musk, etc., etc. Et finalement, il s'est posé cette question, partir ou rester? Partir ou rester, par exemple, d'Instagram, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui fait que concrètement, parce que vous êtes encore active et actif sur Instagram, qu'est-ce qui fait que vous êtes resté? On se demande tous les jours, c'est un dilemme. Non, plus sérieusement, en fait, c'est-à-dire donc qu'il y a donc des hommes blancs riches qui nous disent qu'on n'est pas les bienvenus, et du coup, nous, docilement, on va partir. Non. C'est pas l'idée, vraiment pas l'idée. L'idée, c'est que les réseaux sociaux ont été une aubaine. Pour une génération queer qui a aussi grandi avec les réseaux sociaux et à qui les réseaux sociaux ont vraiment servi à mieux se comprendre. Je prends mon exemple, j'ai commencé ma transition il y a 15 ans maintenant. Et pour le coup, j'avais pas de représentation en fait, de personnes trans, j'avais pas les réseaux sociaux, je devais aller sur des forums obscurs que je devais aller chercher en tapant des mots-clés un peu bizarres pour obtenir des informations. Je pense que si j'avais eu les réseaux sociaux à mon époque lointaine, je pense que ça aurait été beaucoup plus pratique, et puis surtout, il y aurait eu moins ce sentiment de solitude, où pendant longtemps je me suis dit en fait je suis le seul à ressentir ça, il n'y a pas de représentation, d'autant plus de représentation de personnes trans racisées. À la rigueur il y avait effectivement quelques représentations de personnes trans blanches, mais racisées c'était encore plus compliqué, donc je ne me voyais pas, et quand on ne se voit pas, on part du principe qu'on n'existe pas. Et du coup, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour la représentation, je trouve que ça vaut le coup de rester sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, les réseaux sociaux ont quand même vu naître des initiatives d'ampleur à l'international qui ont changé la vie d'énormément de personnes. On pense à MeToo, on pense à toutes les campagnes qui ont pu se faire, les campagnes électorales aussi qui se sont jouées sur les réseaux sociaux. Et surtout, c'est un moyen de connecter des personnes qui, à la base, n'auraient jamais conversé, aussi bien parce que c'est des personnes qui sont pas dans des zones, par exemple, entre les zones rurales et les zones urbaines. Ça permet aussi d'apporter entre des personnes qui ont telle ou telle éducation et des personnes qui ont un niveau peut-être un petit peu plus élevé, des personnes qui ont une culture certaine et une autre. C'est un moyen vraiment de faire des ponts entre des populations qui n'auraient jamais conversé. Et je pense que aujourd'hui, avec le fascisme dans lequel on est vraiment en plein dedans, je pense qu'il est vraiment primordial de pouvoir faire communauté avec tout le monde. Et de ne justement absolument laisser personne sur le bas-côté. Et les réseaux sociaux, je pense que ça permet ça aussi. Ça permet vraiment de pouvoir faire du lien entre différentes actrices qui ont chacune des choses à apporter à la conversation. Et c'est des voix qu'on n'entendrait pas si on n'avait pas ces réseaux sociaux-là. C'est aussi une manière de donner la parole justement à des voix concernées. On le sait, les médias aiment bien inviter des personnes qui pas
qui ne vise pas, et un peu transphobe, ouais. Voilà, qui ne vise pas les sujets directement, et du coup c'est aussi une plateforme pour les personnes concernées, pour s'exprimer en fait, et finalement offrir un contre-discours face à toute la désinformation qu'on entend dans les médias plus mainstream. Et puis c'est aussi je pense que c'est aussi un lieu pour faire résistance, un lieu pour s'organiser, parce qu'au-delà finalement du militantisme qu'on peut voir sur les réseaux, c'est aussi finalement un lieu, une agora citoyenne, pour pouvoir réunir des voix qui vont ensuite s'organiser dans la vie réelle, créer des collectifs, créer des rassemblements, des manifestations, etc. Mais qui, avec les réseaux sociaux, vont avoir une portée qui aurait été bien différente, finalement, sans ces plateformes-là. Donc, je suis resté parce que je pars du principe... Alors, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives pour l'instant, et je suis resté parce que je pense que tant qu'on peut résister et tant qu'on peut occuper un terrain d'extrême droite, autant l'occuper. Alors bien évidemment ça a son lot de contreparties, mais je pense que c'est important de ne pas laisser le terrain libre à l'ennemi et de ne pas se laisser dégager quand on nous dit de dégager. Oui. Moi, quand toutes ces nouvelles mesures, les nouvelles politiques de modération ont été annoncées, je me suis vraiment un peu posé la question. Et c'est une citation d'un petit groupe de 3 philosophes français contemporains qui m'a aidé à réfléchir et à choisir, les To Be Free. Qui disent, je cite, « Partir un jour sans bagage, sans se retourner pour rien regretter ». Et il se trouve que si j'avais fait le choix de partir à ce moment-là, j'aurais regretté, j'aurais eu l'impression de traîner encore beaucoup de bagages, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi l'espace aujourd'hui d'une effervescence et d'une activité qui gravite autour de l'universitaire, qui gravite autour de l'associatif, qui se met en lien avec l'institutionnel, qui en fait ne peut pas exister ailleurs. On a encore beaucoup de mal à faire exister les sujets spécifiquement liés aux transidentités dans les universités en France, qui ont cette culture très universelle, très centraliste, où le mot même de communauté est considéré comme une sorte d'attaque contre la République. Et j'imagine que dans un système fédéral comme celui de la Suisse, c'est assez différent, mais en tout cas pour nous, c'est complètement ce à quoi on fait face. Dans le cadre où on a des sénateurs qui reçoivent pour faire voter des lois pour restreindre nos possibilités de transition, des groupes d'évangélistes américains mais pas de personnes trans, en fait c'est à cet endroit qu'on crée du contre-pouvoir. Moi en tant que chercheuse, quand j'ai commencé à faire de la recherche sur ces questions, l'accès aux archives, aux sources n'est pas forcément très simple, voire elle n'est même pas du tout possible. Et du coup, on se retrouve avec un vide complet, alors qu'on sait que les traces, elles sont là, et on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et de fait, c'est aussi par des méthodes de recherche de sociologie appliquées sur les réseaux sociaux qu'on peut commencer à faire de la donnée, à récolter de l'information, que ça ouvre aussi le champ et que ça montre que c'est un sujet qui peut se professionnaliser et qui est un vrai sujet scientifique, que ensuite les institutions veulent bien nous donner plus accès aux sources. Et on en a besoin parce que sans ça, on continue ce cercle vicieux de cette impression de c'est nouveau, ça n'a pas existé, il n'y a pas de traces, il n'y a pas... Donc en fait, c'est vraiment l'accès à ces nouvelles plateformes et à cette prise du pouvoir de nos voix par nous, pour nous, entre nous et vers les personnes cis, qu'on a réussi déjà à quand même casser un certain nombre de dynamiques d'invisibilisation. Ça veut dire qu'il faut aussi faire le jeu de ces algorithmes, de la mainmise par des tech bros fascistes qui décident en fait dans quelles conditions, parce que c'est pas la société, les plateformes, c'est des compagnies privées, c'est des entreprises qui nous laissent un espace. Donc c'est un équilibre sensible, et il faut aussi bien voir que dans cet équilibre sensible, nous personnes LGBT+, on n'a pas les mêmes moyens.
c'est juste un état de fait. On n'a pas ces moyens-là et on n'a de fait pas encore les moyens de construire de nouvelles applications qui auront le même rayonnement culturel, le même impact politique, médiatique. C'est à faire, et de fait pour moi en fait c'est des dynamiques parallèles. Il faut développer ces choses-là et en même temps continuer d'occuper ce terrain. Et puis après tout, on fait partie de cette société comme n'importe qui d'autre, et c'est des plateformes qui à la base sont des réseaux sociaux. On fait partie de la société, donc ce réseau de la société, on y appartient comme on appartiendrait à n'importe quel autre espace. Donc l'acte politique de s'en retirer, je le comprends, je l'encourage, c'est pas celui que je fais, il n'y a pas de toute façon bonne réponse à cette question-là. Là où c'est aussi en lien avec la question de la gestion de nos ressources, c'est que cette idée de devoir continuer à créer ce qu'on crée et en même temps développer des alternatives qui soient par nous, pour nous, avec vraiment notre pouvoir et nos forces vives au contrôle, ça étire la résilience, ça étire la charge mentale, ça étire nos ressources matérielles qui sont déjà plus maigres. Donc c'est un vrai... on court un marathon, il faut savoir, et comme dans un marathon, il faut savoir... calculer son oxygène, calculer ses forces, mais ce qui montre aussi, et c'est le reflet d'un état de notre position dans la société, on est malheureusement 3 pas derrière et souvent on fait 2 pas en avant pour être poussé d'un pas en arrière. Je rajoute juste un petit truc. C'est vrai que quand Meta a annoncé finalement la refonte de ces politiques finalement de modération, au-delà du fait de laisser la possibilité à qui veut d'insulter et de harceler les personnes LGBT en ligne, il y avait aussi le fait d'enlever les fact-checkers. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Parce que justement, dans un moment aussi charnière qu'est ce monde sous fascisme, on sait que l'information, c'est aussi le début du pouvoir. Et du coup, c'est vraiment important, justement, on sait, à partir du moment où les puissants ne peuvent pas nous contrôler, ils vont tenter de contrôler ce que les gens pensent de nous, ou l'image en tout cas qui se font de nous. C'est ce qui se passe, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe en Suisse, et désolé on fait beaucoup de références à la France, mais il y a des conglomérats médiatiques qui appartiennent à des milliardaires, ces milliardaires qui sont proches de l'extrême droite, et qui du coup sur la plupart des chaînes et dans les maisons d'édition dépeignent un portrait des personnes trans absolument horrible, caricatural, mais surtout qui vient de fait alimenter la haine anti-trans et alimenter la transphobie dans la vraie vie. Et donc du coup, je pense que c'est important aussi de se maintenir sur ces réseaux-là, parce que Musk et comment il s'appelle ? Zuckerberg, voilà. Musk et Zuckerberg, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire aussi. En enlevant ces fact-checkers-là, ils cherchent à donner une définition totalement erronée de ce qu'est la transidentité, de peindre un portrait qui va venir justement attiser la haine de cette population-là. Et il y a une citation qui m'accompagne toujours sur la... Comment ? Les toubisseries. Non. Alliage. Peut-être un peu moins respectable que les To Be Free. Et je vais la lire pour pas lui faire défaut. C'est le docteur Nobles, c'est un professeur émérite d'études africaines à l'université de San Francisco, donc moins que les To Be Free, mais bon. Voilà, un petit crédit quand même, qui caractérise le pouvoir comme la capacité à définir la réalité et à faire en sorte que les autres répondent à votre définition comme si c'était la leur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer finalement avec ces conglomérats médiatiques, avec les réseaux sociaux. Ils sont en train de tenter de peindre un portrait, on parle des personnes trans, mais de toutes les minorités, personnes trans, personnes migrantes, etc., qui soit suffisamment diabolique
pour que la persécution de ces dites populations puisse être justifiée finalement par cette image-là qu'ils nous donnent. Donc c'est vraiment important de maintenir ce contre-discours-là pour que le plus de personnes possible puissent avoir accès à une information vérifiée, vérifiable de la part des premiers concernés et ne surtout pas se laisser déposséder de leur pouvoir en ayant toujours une information vraie au-delà des fake news. Par ailleurs, ce travail de SAP, il est d'autant plus facile qu'en fait, il a tout un terreau culturel et social qui va dans son sens, d'ores et déjà, et qui allait dans son sens. Je pense que si on fait des micro-trottoirs, ça a peut-être un peu changé ces 5 dernières années, mais même il y a encore 5 ans, on demandait spontanément à quelqu'un dans la rue de dire ce que lui évoquait le simple mot trans, transgenre. Déjà il y a 5 ans ça n'aurait pas forcément été transgenre, ce qui montre quand même qu'on avance. C'était déjà des images à connotation négative. L'idée du caprice, l'idée de la maladie mentale, l'idée d'un espèce de fardeau social. Donc en fait cette image elle est hyper facile à implémenter quand on a énormément de moyens, parce que c'est déjà ce qui nous a été transmis par l'enracinement de stéréotypes et d'idées préconçues sur la transidentité depuis longtemps. C'est vrai que justement, les deux vous parliez de questions de représentation. Je me rappelle en tout cas en étant jeune, de l'époque du caramel, salut ASV, quand on allait dans les salons, etc. C'est pas là qu'on allait trouver des formes de représentation. Et c'est vrai qu'avec le temps, on se rend compte, en tout cas pour les plus vieilles générations auxquelles on fait un peu partie, dans une certaine mesure, ça dépend. Malheureusement aussi des fois, parce que c'est aussi symptomatique justement du taux de mortalité en fait de nos adelphes, et du fait qu'à 40 ans, on est considéré, en tout cas, comme faisant partie de la vieille génération, en étant vraiment des survivants. Mais tout ça pour dire que la question de la représentation, elle est tellement importante, mais je me pose aussi, je m'interroge, parce que je vous suis bien évidemment, et puis je vous remercie sincèrement pour tout le travail que vous faites, et justement aussi pour cette prise d'espace. Mais du coup, je me dis aussi peut-être pour d'autres adelphes qui sont aussi visibles sur les réseaux, est-ce que vous avez un peu des conseils que vous pourriez donner pour comment se protéger un petit peu, surtout à un moment donné? Alors je sais, c'est pas une question simple, mais c'est vrai qu'on est à un moment donné avec le fait qu'il n'y ait plus aucun fact-checking, qu'il y ait un déversement de violence. Maintenant, en fait, les identités trans sont absolument partout. Aussi ici, il faut savoir qu'en termes de télévision, au niveau du câble, les chaînes françaises sont les chaînes, on les reçoit aussi ici. Et donc du coup, tout le discours... Ouais, non, on vous en veut quand même, mais du coup, en fait, c'est excessivement présent. Et en fait, c'est aussi sur les chaînes de télévision suisses, de manière générale. On s'est rendu compte, il y a une étude là, ça vient de sortir, je ne sais plus exactement les chiffres, mais la transphobie et les violences à l'égard de nos communautés ont explosé. Que ce soit à l'encontre des communautés LGBTQIA+, mais davantage aussi au niveau des personnes trans. Et donc du coup, c'est un peu comment se protéger un petit peu. C'est vrai que rien que nos existences sont des formes de résistance, de manière générale, mais comment, au niveau des réseaux sociaux ou dans les présences en ligne, en fait, est-ce que vous avez un peu quelques tips à nous donner sur... Déjà savoir pourquoi on investit ces espaces et garder toujours en tête un but clair et précis à ce qu'on fait, à ce qu'on publie, à ce qu'on produit. C'est pas possible de tenir, et surtout de tenir ce qui va arriver en face si on ne sait pas pourquoi on le fait. Aussi, quand on est pris dans ce... Parce que je sais qu'on a dans cette communauté cette espèce de désespoir d'agir et de participer à quelque chose et d'essayer de faire bouger les lignes comme on le peut. Ça ne peut pas être votre quotidien. Vous ne vous définirez jamais par votre présence sur Instagram, et c'est extrêmement dangereux de risquer de tomber là-dedans, mais c'est aussi facile parce que on agit et on veut agir, et quand on fait ce qu'on arrive à faire, et ben on se dit qu'on est ça et qu'on veut être ça, parce que non.
cultivez d'autant plus que vous êtes présent et investi en ligne ce que vous êtes en n'étant pas trans, en n'étant pas en ligne. Parce qu'on nous accuse toujours, vous adorez les étiquettes, mais en fait, si on nous les ramène pas spontanément, on est, je crois, les premières communautés à avoir conscience d'à quel point on est polymorphe. Et en même temps, il faut quand même parfois se le rappeler. Donc rappelez-vous que vous avez des passions, cultivez-les en dehors, rappelez-vous que vous avez une vie sociale, vous avez plein de choses, et vraiment, des fois, il faut juste fermer, éteindre le téléphone. J'allais dire fermer le téléphone comme une boumeuse. Vraiment, en fait, c'est parfois la seule solution qui marche. Il faut juste pas regarder, faut pas lire, faut pas. Trouvez-vous des bons thérapeutes. C'est tristement sérieux. Parce que en fait, l'investissement en ligne, c'est dans les cas les plus extrêmes, hein, des menaces de mort, des agressions, on vous doxe, on vous retrouve, vous déménagez à cause de ça. Et il faut avoir des solutions de santé mentale, voire des fois de santé physique, avec des gens qui sont safe. Et c'est pas si simple que ça à trouver. Donc je sais pas si en Suisse, pardon, vraiment les transfrontaliers horribles, on parle que de... Oh là là. On a en France un annuaire par une association qui le gère, qui s'appelle France Genre. Je sais pas si vous avez un Suisse Genre. Mais voilà, c'est là aussi où l'action en ligne aide, c'est que du coup, il faut centraliser ensemble ces données. Et à part ça, le moment où vous avez envie de pleurer, de manger des pâtes au pesto devant une émission bête, faites-le. Et là aussi, c'est très premier degré. C'est vraiment raciste aussi. C'est vraiment important, effectivement, comme le disait très justement Lexi, de savoir pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites parce qu'il y a une pression quelconque? Est-ce que vous le faites parce que voilà, parce que vous avez envie de prouver quelque chose à qui que ce soit? Déjà exister, enfin je vous apprends rien, mais déjà exister en tant que personne trans, c'est profondément compliqué. Exister en tant que personne trans en ligne, c'est une double violence. Et il faut faire très attention, parce que de fait, on est soumis à deux stress particuliers. Le premier, c'est le stress minoritaire. Donc le stress minoritaire, c'est quand on est une minorité, mais que ce soit une personne trans, une personne LGBT, une personne racisée, une minorité religieuse, minorité économique. Quand on est une personne minorisée dans la société, eh bien il y a un stress particulier qui repose sur nos épaules. Précisément par rapport à notre position minoritaire dans la société. Et donc, déjà, voilà. Et donc déjà, on a ça, c'est un stress finalement qui est surdimensionné par rapport à nos réalités, qui sont déjà fragilisées, et qui crée exactement les mêmes symptômes que le syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est pas rien du tout. Et c'est précisément donc parce qu'on est des personnes minorisées. Donc déjà, il y a ce stress-là finalement de vivre dans une société qui nous précarise, qui nous minorise, qui nous marginalise, et qui de fait fragilise notre santé mentale. Il y a aussi ce qui va arriver avec les réseaux sociaux, qui est ce qu'on appelle le trauma secondaire, le trauma vicariant, qui est un traumatisme qui arrive, vulgairement parlant, ce serait une sorte de traumatisme par procuration. C'est-à-dire en regardant des images violentes, en étant finalement, en subissant les discours qu'on peut entendre violents à notre encontre, eh bien ça va créer, pareil, exactement les mêmes symptômes qu'un traumatisme qu'on aurait vécu soi-même. Et donc c'est pour ça que c'est particulièrement important de se protéger et d'avoir une mallette à outils pour sa santé mentale avant de s'engager dans une activité de militance en ligne. Donc d'avoir à la fois un vrai but, de savoir pourquoi on le fait, de faire une sorte de bilan de compétences, de ok, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux du coup amener
en plus, que ce soit de l'éducation, que ce soit de l'organisation, il y a plein de choses. Il n'y a pas qu'une seule voie dans le militantisme, mais c'est important de le répéter. Et c'est aussi important de ne pas s'improviser écoutant. Parce que quand on a une page qui a un peu voilà, qui a un peu d'abonnés, très rapidement, les gens vont venir déverser parfois leur traumatisme. Parce que du coup, vous parlez de ce sujet-là et vont du coup se sentir à la fois en sécurité et puis à l'aise de pouvoir le faire. Écouter ce type de récit, ça s'apprend. Et c'est un métier. Et du coup, ça peut encore plus créer de la violence finalement, d'être témoin, même ne serait-ce que par écrit, de récits traumatiques. Donc ne pas s'improviser écoutant. Et puis surtout, je pense qu'il est vraiment important, et c'est un peu mal regardé finalement dans nos sphères politiques, mais s'il y a bien un acte de résistance et un acte révolutionnaire, c'est de se reposer. En tant que personne minorisée, en fait, on est tout le temps surstimulé, on nous demande tout le temps de faire de la pédagogie, de justifier de nos existences, tout le temps de se démener, finalement, ne serait-ce que pour survivre. Et si, finalement, le plus grand acte de résistance, ce serait de rien foutre, de strictement rien foutre. Aux États-Unis, dans les années 60, me semble-t-il, les militants antiracistes avaient inventé ce qu'ils appelaient le ministère de la sieste. Le ministère de la sieste, parce qu'en fait, ils s'étaient rendu compte que les militants qui étaient en première ligne ne se reposaient jamais. Et donc, ils mettaient à disposition des grands lieux pour que les militants viennent faire des siestes. Et en fait, c'est important de se dire que vous ne servirez à rien dans la lutte si vous êtes épuisé. C'est important de se dire que vous aurez beau appuyer sur l'accélérateur, s'il n'y a pas de fuel dans le tank, votre voiture, elle ne va pas avancer, et en plus, vous allez dézinguer le moteur. Donc, on prend le temps, on respire, on remplit son réservoir, et ensuite, on peut donner aux autres. Mais c'est important de pouvoir prendre soin de soi pour ne pas éclater en plein vol. Parce qu'on a aussi besoin de personnes qui tiennent sur la durée. Et pour tenir sur la durée, il faut être aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui, on nous vend un petit peu voilà, les miracles du capitalisme, nous vendent des manières de prendre soin de soi qui sont très individuelles. Mais ça, c'est très occidental et c'est très capitaliste. Aussi, le meilleur moyen de prendre soin de soi, et on ne le répétera jamais assez, c'est la communauté. Et donc, une communauté, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être 3 personnes qui font un book club, c'est une communauté. Donc c'est important de entretenir ce lien social aussi en dehors des réseaux. De vivre en dehors de cette machine un petit peu violente pour pouvoir se ressourcer et pour pouvoir faire communauté. Ça peut être vos voisins aussi. Mais en tout cas, voilà, essayons de compter les uns les autres parce qu'on le sait, le fascisme, et malheureusement, on tombe un petit peu dans le panneau aussi, l'une des plus vieilles lois du pouvoir, c'est diviser pour mieux régner, mais ils y arrivent très fortement. Et donc, vraiment, la résistance aussi, c'est refuser de se diviser et voir au-delà de leurs fake news, voir au-delà de leur division, et justement faire communauté, et pas que dans un entre-soi. C'est aussi comprendre que les luttes sont profondément intersectionnelles, et comme c'est la fin, je me permettrai de terminer là-dessus. Je sais que l'heure tourne. Mais voilà, c'est important qu'on puisse vraiment prendre conscience que aujourd'hui, ce qui se passe, on est vraiment à un tournant. Et bon, mettons les pieds dans le plat. Faut qu'on parle, quand on parle des luttes trans, il faut aussi qu'on parle de la Palestine à un moment donné. Parce que c'est exactement la même chose. La lutte pour la libération du peuple palestinien, pour la fin de la colonisation, pour la fin des violences, c'est exactement la même chose que pour les luttes trans. La lutte sociale, la lutte ouvrière, c'est exactement la même chose que les luttes trans. C'est-à-dire que l'une des principales revendications finalement des personnes trans, c'est la libre disposition de notre corps et l'autodétermination. Et finalement, le peuple palestinien, c'est la libre disposition de leur corps et l'autodétermination de leur peuple. Exactement la même chose pour la classe ouvrière, c'est ne pas laisser finalement le capital exploiter son corps à des fins économiques qui ne reviennent pas. Donc c'est comment finalement on peut trouver des ponts entre toutes les luttes pour comprendre que notre ennemi il est commun.
et qu'on n'y arrivera pas tout seul à s'organiser dans nos coins, et qu'il est vraiment, vraiment grand temps qu'on construise des ponts plutôt qu'on se perde dans des conflits interpersonnels, intercommunautaires, et qu'enfin on s'organise et qu'on les démonte, quoi. Voilà. Et en plus de ça, qui est absolument... Bah oui. Alors, ça vient d'une Parisienne, mais c'est d'autant plus intéressant d'avoir cette réflexion sur la productivité de soi et le capitalisme, que je crois qu'il y a quand même cette empreinte très forte du protestantisme en Suisse, qui met l'accent sur cette valeur du travail dans le temps, de la production, ce qu'on a moins en France. Et que en fait nos valeurs se trouvent pas là-dedans, et c'est en plus de cet engagement à l'intersectionnalité, moi je crois qu'il faut qu'on ait définitivement un engagement dans la radicalité de nos paroles, de nos actions. On nous ramène tout le temps au fait qu'on doit, en tant que personne trans, en tant que personne qui sort de toutes ces normes, qui sont bizarres, qu'il faudrait qu'on essaye au moins à avoir l'air calme, à avoir l'air plus lisse, à avoir l'air plus douce, à avoir l'air plus ceci, plus cela. Mais en fait, c'est déjà, et c'est aussi du contrôle, et ça n'a pas marché ces 20, 25, 30 dernières années. Donc il n'y a que en étant entièrement dans cette radicalement sans concession dans ces engagements, dans ces passerelles qu'on pourra y arriver. Et finalement la radicalité, ça a toujours été comme la colère, ça a toujours été diabolisé, ça a toujours été montré comme complètement inconstructif, alors qu'en fait il n'y a que là-dedans qu'on va réussir vraiment à imposer quelque chose. C'est bon, pardon. Non, il n'y a pas de souci, je voyais justement Lynn qui commençait à me faire des signes. Merci beaucoup, c'est super parce que tu m'as un peu scié la branche et coupé l'arbre sous le pied. Je voulais parler justement de la question intersectionnelle. Et alors effectivement, la convergence des luttes est tellement importante et elle est primordiale, c'est-à-dire que la liberté de tous, c'est la liberté de tous, et le droit à l'autodétermination de tous, de la Palestine au Congo, en passant par le Soudan, etc., etc., etc. Et du coup, si on revient sur la question un peu des réseaux, parce que la question justement intersectionnelle, elle est aussi... Mais j'avais envie de poser peut-être une dernière question par rapport à... en fait, quand on parle de réseaux sociaux, on parle aussi justement d'une possibilité d'accessibilité à des moyens de communication que pas tout le monde a. Donc je pense par exemple aux personnes qui vont être plus précarisées sur le plan intersectionnel, les personnes précaires, les personnes qui peuvent être en situation de handicap, des personnes racisées, etc., etc. Et puis à un moment donné, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut être aussi un peu plus inclusif peut-être quand on est présent sur les réseaux sociaux, et quelles pourraient être des stratégies si vous en avez, et puis c'est une question qui est aussi ouverte au public de manière générale, mais pour ne pas justement laisser aussi de côté les personnes précaires ou aussi qui seraient moins connectées. Moi je suis la pessimiste du duo, et je crois que cette idée que les réseaux sociaux permettent plus d'accessibilité, je crois que ça a déjà été récupéré et perverti en fait par les algorithmes et par toutes les lignes de directives des entreprises derrière ces compagnies. C'est pas anodin et c'est pas un miracle si je fais partie des personnes trans les plus visibles. Je suis blanche, j'ai fait une grande école en France. Quand je parle publiquement, j'essaye de me positionner dans une approche un peu académique. J'essaye d'avoir une apparence un peu lisse. Et en fait, même si on a la possibilité de déposer nos voix, ça ne veut pas dire qu'on a tous, à égalité sur ces plateformes, la possibilité d'être entendus. Et en fait, déjà le voir et pas idéaliser ces plateformes, c'est vital. Le voir comme un outil d'archive, de création, de dialogue, mais pas comme un outil de libération.
pas comme une finalité à notre libération, comme le sujet même de la représentation. Nos représentations, c'est pas une finalité, c'est un outil. Comme la question de la légalité, c'est pas une finalité. La légalité, elle a mis des trucs immoraux comme possible, donc c'est pas des finalités. Comprendre qu'on a des outils, utiliser des outils, et pas en faire cette espèce ces espèces d'icônes pop culture ultra sucrées qu'on va adorer, briser les icônes, toujours. Et en fait, avec ces consciences-là, faire ce qu'on peut de notre position. Moi, ça va être par exemple mettre le compte qui est un gros compte avec une visibilité à disposition d'autres voix, y faire venir des témoignages, y mettre des initiatives politiques ou d'autres collectifs, et puis transmettre. On a d'autres générations plus jeunes qui arrivent, et chaque génération plus jeune, quand elle se forme à un militantisme, elle a besoin qu'on puisse lui donner, et c'est ce qui a manqué, parce qu'on a perdu des générations d'Adelphes à cause de la pandémie de VIH-Sida, à cause des impossibilités, même à verbaliser son existence. On n'a pas eu, nous, ces transmissions-là. Il faut les mettre en place pour créer une chaîne d'actions militantes, d'outils militants qui sont déjà en place, qui marchent déjà. Il faut. Alors, très rapidement, en parlant concrètement, on a un véritable problème de validisme et de conscience de classe dans la communauté, ça c'est très très clair. Je pense que pour rendre son contenu accessible, il est, des techniques très claires et très pragmatiques, sous-titrer toujours son contenu, bien entendu, le rendre accessible sur diverses plateformes et pas que sur les réseaux sociaux, justement pour les personnes qui n'ont pas accès à ça, sur des blogs, sur toute autre plateforme. Je pense que c'est important, faire attention quand on fait des posts écrits à ce que ce soit lisible, c'est hyper important. Je pense de pouvoir garantir, parce que si on se dit pour une éducation populaire, pour une éducation justement de la majorité, c'est important de pouvoir qu'elle soit accessible finalement à tout le monde, qu'elle soit lisible par tout le monde, qu'elle soit entendable par tout le monde, et c'est aussi du coup ne pas être dans une position haute et ne pas employer un vocabulaire justement trop académique, trop avec des références à des auteurices, avec un vocabulaire complexe qui irait noyer des personnes qui n'ont pas forcément un capital culturel qui se trouve là. Et c'est toujours essayer de rester accessible, tout en bien évidemment ne lésinant pas bien évidemment sur la radicalité du propos, mais tout en le rendant accessible. Je pense que c'est vraiment important, mais en effet il est important qu'on puisse se remettre en question sur notre validisme et sur cette inconscience de classe dans nos milieux qui de fait exclut énormément d'Adelphes des rassemblements, des contenus concrets, et c'est un vrai sujet. Si on veut parler d'intersectionnalité et pouvoir se regarder un peu dans le miroir, je pense que ça commence aussi par là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes. C'est ok, 5 minutes. Du coup, on va ouvrir les questions au public. Donc, je pense qu'il y aura peut-être la question au public. Je pense qu'il y en aura genre une et demie, dépendamment de la longueur de la question et de la réponse. Du coup, je ne vais pas faire de passage de micro, donc il faut juste y aller donner de la voix pour vos questions, vu que les micros sont à fil. Ouais. Vous parliez de l'action de partir un jour ou rester sur les réseaux d'État. Il y a 1 an et demi, il y a eu un mouvement de chercheuses, de politiciennes, de personnes, d'influenceuses de la plateforme X. Après les déclarations d'Elon Musk, c'est des grands délires. Et du coup, ils se sont organisés, ils ont fait campagne parce que cette question-là se posait aussi. C'est des personnes qui avaient beaucoup de followers. Et ils ont réussi à faire partir 1 500 000 personnes utilisateurs françaises. Du coup, je me disais, est-ce que pour Instagram et les résultats, est-ce que ce n'est pas possible de créer un mouvement similaire ? Si, le mouvement il est faisable. Vers où on va, parce qu'on ne peut pas créer ce mouvement vers rien. Je crois aussi que c'est faisable ça a été faisable sur Twitter, parce que je m'autorise à deadnamer Twitter. Parce que en fait,
Twitter était peut-être pas l'espace d'une centralisation c'était un espace de mobilisation, d'organisation, mais peut-être qu'on n'a pas la densité de contenu, d'images, d'informations, d'archives qu'on peut avoir sur une plateforme comme Instagram, mais peut-être que c'est mon biais de personnes sur Instagram, hein, où on a de la vidéo, on a des reportages, enfin, peut-être que c'est aussi le fait d'avoir que les 140 caractères Twitter. Les quelques caractères, peut-être que c'est aussi... on se projetait plus facilement vers le fait qu'on avait d'autres possibilités et d'autres modes d'expression que ce truc-là. Qui en plus, à ce moment-là, était devenu déjà une benne. Hein. Bon, bref. Désolé. On pourrait tout à fait encourager. Et de fait, ce qui nous a beaucoup été reproché, je pense à toi aussi, c'est on partait du principe que parce que justement nous on a dit qu'on n'allait pas quitter les réseaux et beaucoup nous ont dit oui vous avez des intérêts financiers à rester. Non, c'est pas parce qu'on a beaucoup de cas sur Instagram qu'on non. On a découvert sur notre compte, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais je pense que c'est effectivement intéressant de pouvoir, comme le boycott de ce qui se passe justement sur tous les par rapport à ce qui se passe à Gaza, on voit que le boycott ça marche et que ça permet de faire pression aussi. Donc pourquoi finalement on le ferait pas sur les réseaux? Je suis pas certain, mais alors après peut-être que c'est parce que je n'y connais pas forcément, mais je suis pas certain que boycotter une marque, boycotter une chaîne de resto, une chaîne de supermarché, ce soit exactement la même chose que boycotter un réseau social. Et que économiquement parlant, ça a exactement le même impact. Parce que je suis pas certain qu'on puisse réussir à mobiliser autant de personnes. Oui. Non, vas-y. Non, d'accord. Et du coup, en effet, se pose la question de la destination. Parce que toutes ces communautés, toute cette effervescence, finalement, où est-ce qu'on les retrouve? Ce serait dommage, finalement, de quitter pour pas savoir où on va. Non. Je sais par exemple que Zuckerberg s'est enrichi pendant la première campagne présidentielle de Trump à travers Cambridge Analytica où il mettait $1 million Trump par jour pour fabriquer du contenu et ce serait comme ça qu'il aurait gagné sa première investiture. Du coup en fait je pense que si ça pourrait en avoir un impact économique sur quelqu'un comme Zuckerberg par exemple. Et ça pourrait peut-être empêcher de faire du faux contenu, ou en tout cas d'avoir accès à nos données, parce que là ce qu'on voit par exemple aux États-Unis c'est quand même assez inquiétant, des gens qui veulent rentrer sur le territoire nord-américain qui a priori n'ont rien fait, et je crois qu'il y a eu un chercheur universitaire qui était refusé d'entrer parce qu'ils avaient vu de je ne sais pas quelle manière que sur son téléphone il avait échangé des messages et qu'il était anti-Trump. Donc il y a un truc où je pense qu'on a intérêt quand même à faire attention, même si on croit qu'on fait rien de mal. Effectivement. Oui, toutes ces questions de surveillance, toutes ces questions effectivement d'utilisation de nos données qu'on ne maîtrise pas, et puis le fait qu'il y ait énormément de fausses informations qui circulent. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui se discute et qui se réfléchit, et qu'il est nécessaire de pouvoir penser des alternatives plus éthiques. Après, dans quelle mesure les médias sociaux peuvent être éthiques, c'est aussi une question qui peut se poser. Mais je pense qu'en effet, il est profondément nécessaire qu'on ait des gens riches, un peu de gauche, qui ça existe, je sais pas, qui puissent nous offrir des alternatives. Cela dit, j'ai aussi l'impression qu'il y a une question de cyclicité de ces réseaux et de leur vie et de comment on les utilise. On parle des vagues de féminisme, je ne suis pas sûre que ce soit encore très très pertinent aujourd'hui, mais on voit quand même qu'il y a eu des façons de les utiliser, et je ne sais même pas si on va avoir encore vraiment le temps de se poser la question de comment on gère ça, parce que concrètement ce qu'on observe aussi c'est que notre façon de faire qui a déjà 5, 6, 7 ans, elle est en train de mourir. Et c'était prévu, c'était sûr.
Mais oui, il faut se poser la question de ce qu'on fait après, ça c'est sûr. Bah, moi, je vous propose de réfléchir à tout ça autour d'un verre et de petits fours, parce qu'on m'a fait comprendre que ça doit être la fin maintenant. Donc, en tout cas, à la fin de ce moment officiel, il peut y avoir d'autres moments qui sont créés. Donc, profitons bien. Et puis, un grand merci vraiment à vous deux. On les applaudit.